Bonjour Mélanie Vogel. Bonjour Cyril Euh, Graziani. Emmanuel Macron arrive au Salon de l'Agriculture ce matin, c'est l'inauguration. Il va être question évidemment de la sécheresse. Ça fait un mois qu'il n'a pas plu en Ouais. France. Ça vous inquiète véritablement? Mais évidemment, c'est extrêmement inquiétant, bien que ce soit pas du tout surprenant, hein. Je veux dire, on est quand même là face aux résultats implacables et absolument prévisibles du réchauffement climatique. Maintenant, la situation est effectivement très inquiétante. On a des sols qui s'assèchent, qui vont impacter gravement les récoltes et notamment la capacité des végétaux à l'été de se nourrir en eau, puisque les sols, au fond, sont secs. Et donc, il faut absolument, à la fois, bien sûr, tout de suite, là, maintenant, avoir des mesures préventives de restriction d'eau, etc., mais aussi amorcer très vite la transition de notre modèle agricole vers un modèle soutenable qui soit moins consommateur en eau et qui soit plus durable. Est-ce que la solution, ça n'est pas, comme certains le préconisent, ce qu'on appelle les méga-bassines? Vous savez, ces immenses retenues d'eau. Et c'est exactement l'inverse. Les méga-bassines, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, il y a de l'eau en abondance en hiver, et donc on va prendre le stock, le surstock, le surplus qu'il y a en hiver, pour le stocker pour ensuite. Là, ça vous a pas échappé, on est en hiver, Il y en a d'accord? pas. Et les nappes phréatiques sont vides. Je vois pas bien ce qu'on va stocker. D'accord? Donc, le projet des méga-bassines, en fait, c'est un peu comme si vous me disiez, bah voilà, il y a le réchauffement climatique, du coup, il fait très chaud, du coup, on n'arrive plus à travailler dans nos bureaux, bah, du coup, on va pomper encore plus de fossiles pour avoir des climatisations, pour pouvoir continuer à travailler dans des bureaux avec des activités qui continuent à détruire la planète. Vous voyez, c'est un cercle vicieux qui se mord la queue. Donc, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Au contraire, l'eau doit rester dans les sols parce que les sols doivent rester assez humides pour pouvoir nourrir les végétaux. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Alors, le président de la République a prévu de rester plusieurs heures au Salon de l'Agriculture. Il risque certainement d'être interpellé par les Français qui vont arriver aussi aujourd'hui sur les retraites, Bien évidemment. sûr. Vous pensez que sur ce dossier-là, il n'a pas été assez présent? Lui, personnellement, vous voulez dire? On ne l'a pas tellement vu. Bah oui, mais enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Emmanuel Macron personnellement, est-ce qu'il a été assez présent ou pas. Moi, C'est son projet de loi, hein. C'est lui c'est son projet de qui loi. veut cette retraite à 64 ans. Oui, je sais, et c'est l'histoire quand même, cette affaire, d'une véritable arnaque. Parce qu'on a eu quand même pendant des mois, y compris lui-même, hein, je relisais il n'y a pas longtemps sa profession de foi du deuxième tour. Il nous disait, premièrement, on a un problème, il faut absolument faire quelque chose parce qu'il va y avoir des déficits, ce que nous contestons. Deuxièmement, il n'y a qu'une seule solution, c'est le report de l'âge légal, ce que nous contestons. Troisièmement, mais vous inquiétez pas, on va quand même faire des choses un petit peu justes, vous allez avoir une retraite minimum garantie à 1 200 euros. Tout ça est faux. Et notamment la question des 1 200 euros. Je suis désolée, je voudrais revenir là-dessus parce que je trouve que c'est symbolique de la manière dont le gouvernement exerce le pouvoir. On a 4 millions de personnes qui auront moins de 1 200 euros de retraite, qui ont cru pendant des mois qu'ils allaient avoir 1 200 euros, y compris ma Ils mère. seront 40, 50 000 peut-être par année. Peut-être 40 000. Ma mère, par exemple, sa retraite, ce sera 620 euros. Alors je sais, ça fait bondir la Macronie, je ne sais pas pourquoi, dès qu'on leur parle de gens, dans l'hémicycle, dans les médias, ça les fait bondir dès qu'on leur parle de situations concrètes. Ma mère va toucher 620 euros de retraite. Elle a cru, pendant des mois, que grâce à cette réforme, elle allait avoir sa retraite quasiment doublée. Vous imaginez quand même, c'est pour 4 millions de Français. Finalement, une fois que des journalistes commencent à leur poser des questions, mais attendez, c'est pas du tout ça qu'il y a dans votre projet de loi. Ou des députés. Ou des députés, ou des sénatrices. Moi, je pose la question à Olivier Dussopt. 10 jours après la présentation du projet de loi, combien de personnes vont être touchées? Il me répond, je ne sais pas. Et combien elle aura votre mère, finalement? Elle aura un petit peu plus, parce qu'il y a une revalorisation qui sera environ de 70 euros. Mais enfin, vous vous rendez compte. Et des députés, des ministres ont raconté pendant des mois à 4 millions de personnes, vous allez avoir 1 200 euros. Moi, j'appelle ça, à ce stade, une escroquerie en bande organisée. C'est très grave. Et tout ça passé par un coup de force démocratique, l'article 47.1 qui restreint les débats. Je suis désolée, avec 2,5 millions de personnes dans la rue, ce n'est plus possible. Le gouvernement doit arrêter ce truc et retirer sa réforme. Vous parliez justement du Sénat. Vous siégez à la Commission des Affaires sociales. Le texte sera examiné à partir de mardi. Oui. Vous avez évidemment suivi les débats à l'Assemblée nationale, Oui. qui n'ont pas été, on peut le dire, très glorieux. Oui. Vous espérez redorer un petit peu le blason du Parlement? Alors, au Sénat, ça ne se passera pas comme à l'Assemblée nationale, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici. Il vaut mieux, non?
Oui, il vaut mieux. Je pense que la majorité des Français, vous savez, ce qu'ils veulent, et plus de 75% des Français rejettent cette réforme. Donc, ce que veulent les Françaises et les Français, c'est que l'opposition à cette réforme fasse la démonstration démocratique dans le Parlement qu'elle est inutile, injuste et injustifiée, et qu'on gagne. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on gagne. Ils veulent que la réforme soit retirée. Donc nous allons faire la démonstration à la fois qu'il est possible de financer nos retraites autrement que par le report de l'âge légal, que le gouvernement a une attitude purement idéologique qui consiste à faire quoi? Qui consiste à faire payer par les plus précaires, en leur volant 2 ans de leur meilleur moment de retraite, pour les remplacer par un sas de précarité pour environ 200 000 personnes qui ne pourront pas être maintenues en emploi. Tout ça parce que le gouvernement ne veut pas faire payer aux sursalaires, taxer les super-profits. Donc c'est ça le problème. Et ce qu'attendent les Françaises et les Français, c'est pas les invectives, les insultes, etc. au Parlement. Ce qu'ils veulent, c'est que plutôt apaisé et compréhensible. Compréhensible. Qu'on aille sur le fond du texte. Qu'on aille sur le fond du texte, mais surtout qu'on gagne. Les Françaises et les Français attendent qu'on gagne. Vous avez envie d'aller jusqu'à ce fameux article 7 sur l'âge légal à 64 ans. Vous savez, la stratégie d'une partie de la NUP, de la France insoumise, c'était de ne pas aller jusqu'à ce vote. Vous voulez voter cet article 7 ? Alors, je pense que, comme les syndicats le demandaient, à l'Assemblée nationale, il aurait été bien mieux de pouvoir voter sur l'article 7 parce que ça aurait poussé la majorité et une partie de la droite à prendre ses responsabilités et ça aurait forcé un débat sur le fond de ce qui est la mesure structurante de la réforme. Oui, mais ça aurait démobilisé si l'article 7 avait été voté. Déjà, on ne sait pas si l'article 7 aurait été voté, pour être honnête. Donc, voilà, peut-être qu'on aurait réussi à gagner sur l'article 7. Maintenant, au Sénat, je vais vous dire une chose. De toute façon, les modalités de débat au Sénat font que je pense que, qu'on le veuille ou non, quelle que soit la stratégie, nous irons vers le vote de l'article 7 parce qu'il n'y a pas de possibilité, comme à l'Assemblée nationale ou autant qu'à l'Assemblée nationale, de ralentir les débats. Donc nous irons sur le vote sur l'article 7. La droite sénatoriale a depuis longtemps voté la retraite à 64 ans. Voilà, nous l'avons encore voté l'année dernière. Enfin, nous, eux, la majorité de droite au Sénat l'a déjà voté. Vous ne le votez pas chaque année? Oui, chaque année, nous votons contre et chaque année, ils votent pour. Et comme ils sont majoritaires au Sénat, ce que j'espère changera un jour, ils gagnent. Donc, voilà, maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça n'a pas été voté à l'Assemblée. Ce sera probablement, nous verrons, voté au Sénat. Et là, Emmanuel Macron devra choisir. Est-ce qu'il choisit les millions de Français, les 93% des actifs qui sont contre, ou bien 150 sénateurs et sénatrices de droite au Sénat? Les sénateurs, vous parliez de la droite parlementaire, veut mettre l'accent sur la politique de natalité. Ça signifie quoi pour vous, cet accent-là? Est-ce que, justement, une politique de natalité, quand on parle de retraite, est-ce que ça n'est pas un peu désuet ou un peu archaïque? C'est la vision la plus réactionnaire, machiste et sexiste qui puisse exister, qui consiste à dire, en fait, pour régler le problème, il faut que les femmes fassent des enfants et puis qu'on les utilise pour produire des actifs, pour que les actifs puissent payer nos retraites. C'est une vision utilitariste du corps des femmes qui, personnellement, me donne la nausée, mais qui n'est pas nouvelle. C'est la droite réactionnaire assez classique. Alors, pardonnez-moi, on va faire une transition sur le corps des femmes. Je voudrais parler du congé menstruel. Vous aviez porté, il y a quelques mois, un amendement pour l'autoriser, pour pouvoir le permettre. L'Espagne l'a voté. Je le rappelle, ce dispositif permet aux femmes souffrant de règles douloureuses de déposer 1 à 2 jours de congé par mois. L'Espagne l'a voté. Est-ce que la France est prête ? Je ne sais pas si la France est prête, mais en tout cas, nous allons continuer à porter ça au Sénat. Je sais qu'à l'Assemblée nationale, les écologistes veulent aussi déposer une proposition de loi. Le congé menstruel, ça a plusieurs avantages. La première chose, c'est que dans les faits, quand on a ces règles, il peut se passer que des douleurs sont importantes, on se sent mal, etc. Et donc, le fait de travailler ou de rester à son poste de travail, surtout pour des femmes qui sont dans des métiers pénibles, qui doivent rester en station assise toute la journée, parfois ce n'est pas possible, qui n'ont pas accès à des toilettes, à des sanitaires proches de leur lieu de travail. Pour toutes ces femmes-là, c'est vraiment difficile de travailler pendant leurs règles et c'est complètement ignoré par la société qui considère que
on doit pouvoir travailler comme les hommes, et donc on fait comme si les règles n'existaient pas. Donc ça, c'est une première chose. Ça va permettre d'améliorer les conditions de travail de beaucoup de femmes. Mais aussi, la deuxième chose, c'est que ça peut permettre de mettre la question des règles, de briser un tabou, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les femmes qui nous disent... moi, j'avais aussi proposé de mettre en place ceci au Parlement européen quand j'y travaillais, et j'avais fait une petite enquête parmi les personnes qui travaillaient avec moi, et certaines femmes disaient... moi, je ne sais pas si j'oserais le prendre, parce que ça veut dire que tout le monde va savoir que j'ai mes règles. Comme si c'était voilà, un tabou. Et donc, en fait, le fait de mettre en place cette mesure, ça permet aussi de parler des règles, d'en faire un sujet normal. La moitié de la population est concernée. Voilà, deal with it. Merci beaucoup, Je Mélanie vous en Vogel. prie.